je sais que la santé génère toujours des débats très intenses, pour une raison simple, c'est que quand vous sondez les Français, et Dieu sait qu'on les sonde, pour savoir leurs principales préoccupations et leurs priorités, eh bien finalement, la santé arrive toujours dans les deux premières préoccupations. Ça, c'est la première chose, après l'emploi ou avant l'emploi, ça dépend. Et d'autre part, il y a une sensibilité, je dirais, sociale assez particulière alors peut-être pas à la santé, mais aux soins. C'est parce que quand vous demandez aux Français, et aux Français, quelles sont les inégalités qui sont, selon eux, les plus intolérables, parmi toutes les inégalités de logement, de revenus, d'accès à l'éducation, etc., eh bien les inégalités d'accès aux soins sont jugées les moins tolérables, les plus scandaleuses. Alors, d'abord, quand même, j'ai envie de dire qu'il y a un livret santé, mais en fait, quand on parle de santé, c'est tout le programme L'Avenir en commun qui concourt à l'amélioration de la santé. Je rappelle quand même, retenez ça, c'est que 80% des déterminants de la santé sont non médicaux. Alors c'est un peu que, quand on parle de ça, c'est assez étonnant, parce que quand on parle de santé, de débat, quand il y a des débats politiques sur la santé, en France, on pense tout de suite à la Sécu, on pense tout de suite aux hôpitaux, on pense tout de suite finalement aux médecins généralistes, aux médicaments, etc. Mais ça n'est que 20% des facteurs qui contribuent à la santé. Bon. Et il se trouve, donc le reste c'est quoi? Eh bien c'est la qualité de l'environnement, c'est l'accès au logement, c'est les conditions de travail, c'est l'accès à l'éducation, c'est même la réduction des inégalités sociales et économiques. On sait, il y a un grand épidémiologiste britannique qui s'appelle Richard Wilkinson qui a montré que plus une société est égalitaire du point de vue des richesses, de la distribution des richesses, meilleure est sa santé. Et non seulement sa santé moyenne, mais aussi la santé des plus riches. C'est-à-dire que les plus riches ont intérêt à redistribuer économiquement les richesses, parce que comme ça, ils vivront plus vieux, il faut leur dire. Voilà. Donc, effectivement, 80% des déterminants sociaux de la santé sont non médicaux. Donc, à un sens, à peu près tout le programme L'Avenir en commun va concourir à l'amélioration de la santé de la population. Vous avez évidemment compris que la transition écologique, qui est au cœur du programme L'Avenir en commun, est le gros morceau de la politique de santé telle qu'elle est voulue par la France insoumise. Donc tout, vraiment, dans L'Avenir en commun se décline dans la santé, il y a l'idée de passer à une 6e République, à une révolution citoyenne. Eh bien nous, on plaide aussi pour une révolution citoyenne en santé, c'est-à-dire de réinventer la démocratie sociale, et je dirais une démocratie sanitaire, parce que notre système de santé, ça marche de pair, ça. C'est-à-dire que quand vous voulez faire des politiques de mise à mal ou de mise à mal du système public de santé, souvent ça va de pair avec un autoritarisme. Et ce que vous observez depuis 20 ans, c'est des systèmes des processus de décision qui sont de plus en plus technocratiques, c'est-à-dire monopolisés par des hauts fonctionnaires non élus, et autoritaires et verticaux. Voilà. Et donc, en quelque sorte, l'austérité va de pair avec l'autoritarisme, et à l'inverse, le progrès sanitaire va de pair avec la démocratie sanitaire. C'est une mesure qui a été au cœur du discours de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. Alors, juste une petite remarque, c'est que quand la France insoumise propose le 100% sécu, elle est taxée d'être utopique, irréaliste, irresponsable, évidemment, budgétairement, dirait François Langlais. Bon. Donc, s'il ne tombe pas à la renverse. Bon. Alors, c'est assez étrange, parce que quand c'est monsieur Martin Hirsch et mon copain Didier Tabuteau qui reprennent la proposition et en font une tribune dans Le Monde, là, ça devient totalement faisable. C'est étonnant. Bon. Donc on a été précurseur sur le 100% sécu. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on a réussi à imposer l'idée que ça serait peut-être bien pour le système de santé de se débarrasser des fameuses complémentaires santé. Voilà. Les mutuelles, les institutions de prévoyance, les assureurs, dont je rappelle, je n'aurai pas le temps de faire la démonstration ici, que c'est un marché profondément opaque. S'il y a bien un marché où le consommateur n'est pas souverain, c'est le marché de la mutuelle. Bon. C'est un marché inefficient, qui coûte très cher, 6% de coût de gestion pour la Sécu, 25% de coût de gestion pour les mutuelles. C'est-à-dire que quand vous donnez 1 euro de prime ou de cotisation à une mutuelle, il y a une évaporation de 20 à 25%. Quand vous donnez 1 euro de cotisation sociale à la Sécu, eh bien, il n'y en a que 6% qui partent dans les frais de gestion. Donc celui qui me dira
que c'est plus économique de transférer ou de privatiser la Sécu, comme M. Fillon l'a proposé, de transférer de la Sécu vers les complémentaires santé, ça va rendre le système plus économique ou plus efficient, j'ai quand même du mal à le croire. Donc c'est moins efficient, c'est évidemment très inégalitaire. Bon. Donc il n'y a aucune raison objective pour garder les complémentaires santé. Et donc en plus ça simplifierait les droits. Donc 100% Sécu, on l'a budgété, on a fait des calculs, tout ça est hautement réaliste. Il n'y a aucun problème financier, même humain, à la réalisation de cette ambition, je dirais, de renouer avec l'ambition de 1945. On a insisté aussi sur un plan zéro déserts médicaux, on va parler de l'hôpital tout à l'heure. Il me semble quand même qu'une partie de la résolution de la crise de l'hôpital passe par la réorganisation de la médecine de proximité, de la médecine de ville. Nous avons un plan zéro déserts médicaux dont le cœur, il y a deux principales mesures, retenez-les. D'abord la création de 2000 centres de santé sur tout le territoire, pour mailler le territoire. Un centre de santé à ne pas confondre avec maison de santé, parce que dans les maisons de santé, ce sont des professionnels libéraux qui exercent, payés à l'acte, tandis que dans nos centres de santé, ce seront donc des médecins fonctionnaires ou des médecins salariés. Donc organisés sous forme de société civile d'intérêt collectif, société coopérative d'intérêt collectif, qui à mon avis est l'avenir des services publics rénovés. Bon. Et puis donc ces centres de santé et la création d'un corps de médecins fonctionnaires. Alors, c'est quoi ce corps de médecins fonctionnaires? On propose aux jeunes, pendant leurs études de médecine, d'être payés 1 700 € par mois. Et en contrepartie, ils s'engagent pendant 10 ans à intégrer ce corps de médecins fonctionnaires. Ensuite, je n'ai pas le temps de développer plus avant, restaurer le service public hospitalier, qui a été cassé depuis, à mon avis, depuis longtemps, si on veut, mais au moins je pense que la grande rupture pour l'hôpital public, ça a été l'introduction de la tarification à l'activité, ça c'est le premier étage de la fusée, la fameuse T2A, qui en gros a transformé l'hôpital en usine et en entreprise. Donc on fait suer le burnou, on fait du productivisme, etc. Donc effectivement, tout ce qui relève, par exemple, tout ce qui relève de la santé publique, de la prévention, mais aussi du relationnel, est évidemment exclu de ce mode de financement. Donc c'est inhumain pour les patients, c'est inhumain pour les soignants. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est rendre l'hôpital attractif pour ces soignants. C'est-à-dire, si les gens ont les conditions financières, humaines et matérielles de travailler, eh bien, vous verrez qu'ils arrêteront de fuir vers la clinique pour l'argent, et reviendront peut-être même à l'hôpital. L'idée, c'est de restaurer le service public hospitalier, et le restaurer non seulement matériellement et financièrement, mais symboliquement aussi. En finir avec le dénigrement systématique de l'hôpital public, et plus généralement des services publics, parce que quelque chose, moi qui suis politiste de formation, j'ai été frappé, on m'a interrogé, des journalistes m'ont interrogé sur la montée du vote FN parmi les soignants. On pense quand même que normalement les soignants devraient être, je dirais, immunisés par la vocation, par leur métier, l'altruisme, le don, etc., devraient être immunisés contre le vote FN. Et pourtant, il y a une étude du CEVIPOF, de Sciences Po Paris, qui a montré qu'il y avait une recrudescence du vote FN chez les aides-soignantes, chez les infirmières, etc. Et donc, il me semble que la fabrique à vote FN à l'hôpital, c'est la même qu'ailleurs. C'est-à-dire, c'est le ressentiment. C'est le sentiment de ne pas être reconnu matériellement, financièrement, payé correctement, mais aussi pas reconnu symboliquement, c'est-à-dire d'avoir la fierté du travail que l'on fait. Ensuite, j'en finis rapidement, j'ai peut-être encore 2 minutes. Bon, le pôle public du médicament, on a créé un pôle public, un pôle public du médicament, et c'est 3 pieds. Le pôle public du médicament, c'est d'abord en finir avec la dépendance vis-à-vis de la recherche menée par les labos pharmaceutiques. C'est-à-dire le renforcement de la recherche publique. Cette mise à mal de la recherche publique fait dépendre notre progrès sanitaire de plus en plus de la recherche mue par le profit de Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de redonner une ambition, et pas seule, je dirais une ambition intellectuelle et humaine et financière à la recherche publique. C'est ensuite une évaluation indépendante du médicament, c'est-à-dire en finir avec les conflits d'intérêts. Vaste débat. Vous avez vu que notre nouvelle ministre de la Santé a dit que finalement, un expert qui n'avait pas de conflit d'intérêt, c'est un mauvais expert. Voilà ce qu'a dit Madame Agnès Buzyn. Donc là, bientôt, c'est même la reconnaissance, si vous voulez, que plus vous êtes trempé dans les conflits d'intérêt, mieux c'est. Bon, c'est original, bon, pourquoi pas. Et puis, surtout, troisième pilier,
Donc la recherche, l'évaluation indépendante et que la collectivité publique se dote de ses propres moyens de production de médicaments. Voilà, et ça, c'est possible pour ne plus, là non plus, de ne plus dépendre des seuls labos pharmaceutiques. Et je tiens à attirer votre attention sur l'explosion du coût de l'innovation médicale, et notamment, je pense, des anticancéreux, dans les thérapies ciblées, qui sont en train de faire sauter la banque. Donc là, plutôt que de faire une Europe de la guerre, enfin une Europe de la défense, si on faisait une Europe du médicament, c'est-à-dire si les pays européens se solidarisaient entre eux, en gros que les sécus européennes se solidarisaient et présentaient un front unique et uni face à l'industrie pharmaceutique, on pourrait obtenir en quelque sorte la fin de ce racket des finances publiques et de la solidarité publique par les profits de l'industrie pharmaceutique. C'est quand même un peu plus motivant qu'une Europe punitive comme on a actuellement, ou une Europe belliqueuse comme on va l'avoir bientôt.